Donc nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous. Welcome everybody à la conférence de presse, at the press conference, de la fracture de Catherine Corsini. Alors je vais vous présenter l'équipe, mais avant, je voudrais vous donner 2-3 petites consignes. Gardez vos masques. Gardez vos masques. Même quand vous posez les questions. Si vous voulez poser une question, identifiez-vous, levez le doigt. Identifiez-vous. Et levez la doigt. C'est beau, hein. Vous vous levez quand vous vous posez votre question. S'il vous plaît, une question, pas un chapelet de questions, une seule. Et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Après vous, et si par hasard vous avez besoin de quitter la conférence de presse un peu avant les autres, laissez-vous quand vous partez, parce qu'autrement vous gênez les caméramans, il y a des silhouettes qui passent et c'est pas joli puisque cette conférence de presse est enregistrée. Voilà, donc je vous présente cette belle équipe. Alors je vais commencer par la réalisatrice du film, donc Catherine Corsini. À ma gauche, Elisabeth Pérez, la productrice du film. Valeria Bruni-Tedeschi. Marina Foïs, qui n'est pas à Cabourg. Aïssatou Diallo Sagna. Et l'homme, Pio Marmaille. Alors, avant que vous leviez la main, levez la main, posez des questions, mais je vais attaquer. Ah oui, mon Dieu, c'est vrai. En plus, on l'a mis en rose exprès parce qu'on est très très content d'avoir une partie de l'équipe très importante avec nous au premier rang, et vous pouvez aussi les applaudir. Fred Payache, qui est le monteur du film, et Jeanne Lapoirie, qui est la chef opératrice du film. Alors, première question, Catherine Corsini, avant même qu'on aborde le film lui-même. Hier soir, la projection officielle, ça s'est bien passé. Le film a été accueilli avec un enthousiasme, une chaleur, avec de l'amour. Est-ce que ça fait quoi alors que ça fait exactement 20 ans que vous n'étiez pas venu en compétition à Cannes ? Oui, le chemin a été long. Voilà, mais ça mérite finalement, parce qu'une ovation pareille, attendre autant d'années, je sais pas, ça crée un... On se dit que on était prêt sur la ligne de départ, on a progressé, on a avancé, puis tout d'un coup, il y a ce moment magnifique et merveilleux que je partage avec tout le monde, évidemment, avec toute l'équipe et avec tous les acteurs. Et c'est un moment vraiment, on peut le dire, jubilatoire, extraordinaire, festif, et surtout ça raconte quelque chose que j'ai envie de raconter dans le film. C'est qu'en dehors de cette fracture sociale, comme je suis quand même quelqu'un de pessimiste et d'idéaliste, mon idéal, c'est effectivement qu'il y ait une possibilité que les gens se rejoignent, se retrouvent, qu'on essaye de regarder autrement peut-être les personnes parfois qu'on a sur eux des préjugés, et d'essayer au moins de gommer ces préjugés. Et je pense que par le rire, parfois, le rire est cathartique, et le rire permet que des gens se retrouvent de milieux différents et puissent rire de la même chose, et c'est ça qui crée peut-être cette empathie qu'il y a eu hier à propos du film. Alors, donc la genèse, le début du film, vous sortiez de 2 films d'époque, qui parlaient de féminisme, qui parlaient aussi d'inceste, qui étaient des films totalement différents. Et là, tout d'un coup, c'est quoi ce désir d'être vraiment aujourd'hui, maintenant, dans la France fracturée Une envie... je cherchais absolument un sujet qui raconte ce que je vivais, de mes interrogations sur une société que je trouvais de plus en plus dure, de plus en plus effectivement fracturée.
voilà, je me disais comment parler du monde aujourd'hui, comment parler de ma position. Quand j'avais 18 ans, effectivement, j'étais engagée, je croyais que le monde allait être meilleur, plus solidaire. Enfin voilà, j'étais une jeune fille pleine de rêves, et je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, qu'est-ce qu'on laisse à la génération on laisse un monde de merde, un monde pourri, mais comment faire, il faut... Non mais justement, parti, allez, il faut résister, il faut parler de ce monde, il faut que moi j'ai un regard là-dessus, et le regard que je peux avoir n'est que le regard de quelqu'un qui est privilégié, et je voulais justement pouvoir parler de cette place-là, parce que je trouvais que sinon c'était pas, c'était pas honnête. Donc j'ai choisi de parler de cette place-là, mais de le faire en même temps avec de l'humour, pour ne pas paraître didactique et pour ne pas faire un film pensum en disant voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais essayer justement de montrer par les contradictions la mauvaise foi de mes personnages. Et il se trouve que ce film me ressemble beaucoup au couple que je forme avec ma productrice, puisque l'idée du film est née en allant chez Bénédicte, la script du film, pour un anniversaire où Jeanne était conviée, où je ne suis pas venue parce que je me suis cassé le coude. Voilà. Et vous avez vu le film. Oui, donc vous avez vécu cette nuit aux urgences. J'ai pas vécu la même nuit, Oui. et j'ai vécu des choses... Je voulais regarder les informations parce que c'était cette nuit du 1er décembre et ça dégénérait. Je regardais les infos, on avait ce dîner et Catherine nous disait regarde pas la télé, de toute façon, bien. Et il y a eu une scène comme ça dans la rue et où je suis partie comme ça et elle est tombée. C'est exactement cette situation qu'on a vécue. Mais alors justement, d'aller vraiment chercher dans l'intime, dans le personnel, quitte à être dans l'autodérision, ça c'était important pour créer la chair du film et se positionner au bon endroit par rapport à ce que vous racontez. C'était se positionner à un endroit où je trouvais que j'avais loupé ça justement dans La Nouvelle Ève, parce que je trouvais que mon personnage avait raison sur les autres, et moi je voulais que le personnage n'ait pas toujours raison. Je voulais que le personnage qui était incarné, qui va être incarné ensuite par Valéria, puis justement on puisse l'attaquer aussi, c'est-à-dire que voilà, que les gens, c'est entre eux que les choses bougent. C'est comment ils se regardent, c'est comment le regard des uns par rapport aux autres va tout d'un coup se transformer. Et aussi grâce à cet endroit qui est absolument, qui est le cœur du film, qui est le poumon du film, c'est l'hôpital. C'est de voir aussi que tous les gens qui sont réunis, qui sont de milieux différents, qui sont de nationalités différentes, voilà, des gens qui viennent pour des cas graves, des gens qui viennent pour des cas moins graves, etc. Mais enfin, toute cette population qui est réunie à un moment donné, et qui fait que voilà, il y a tous ces croisements. Et moi, c'est vrai que cette nuit-là, j'ai observé beaucoup de gens, beaucoup de situations. J'y suis retournée aussi plein de fois évidemment pour enrichir aussi le film et pour vraiment m'immerger dans cette arène. Et c'est un endroit tellement plein d'humanité, plein de désespoir, et en même temps plein c'est l'endroit du soin, c'est un endroit extraordinaire. Et j'avais envie de restituer dans tous les cas cette émotion que j'avais aussi de voir les soignants s'occuper des gens, même quand ils sont des fois désagréables, même quand ils sont ils n'ont pas le temps, et puis parfois ils sont au contraire très très attentifs. Et cette chose-là est merveilleuse, et c'est quelque chose de tellement précieux, qui est aussi une spécificité française, le fait d'avoir un hôpital public qui nous garantisse à tous d'être pris en charge, d'être soignés, c'est tellement important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai fait le film, c'était déjà la crise, c'était déjà des gens en grève, c'était déjà un hôpital qui était à bout de souffle. Avec la crise du Covid, évidemment, le film résonne donc encore plus fort, parce que l'hôpital a été... Alors, on a applaudi les infirmiers, les infirmières, les soignants, etc. Mais bon, et puis maintenant, on a arrêté d'applaudir parce que, voilà. Et pourtant, la crise continue, et pourtant, les conditions difficiles. Moi, j'ai vu des gens, beaucoup de jeunes gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont payés des salaires vraiment de misère, et qui ensuite, en plus, se retrouvent en burn-out, tellement les conditions sont difficiles. Voilà. Alors justement, là, on parle de conditions difficiles. Alors, ce ne sont pas les conditions aussi dramatiques que celles de l'hôpital, mais les conditions de tournage du film aussi étaient compliquées. Peut-être que la productrice peut en parler aussi, parce que vous le dites, le tournage se retrouve en plein milieu, de la période de pandémie. Donc, est-ce que ça crée des difficultés, mais ça crée aussi peut-être une tension nécessaire pour le film? Oui, parce D'abord sur les difficultés, la productrice, donc.
Sur les difficultés, nous, on a tout de suite testé, isolé, tracé. Je ne sais pas comment on l'a fait tout de suite, parce qu'on s'est dit, c'est le seul moyen d'essayer d'arriver au bout, c'est de ne pas créer un cluster dans le film. Donc oui, ça a impliqué des tas de contraintes et qui finalement, peut-être ont donné une urgence au film. On arrachait, chaque journée était un peu arrachée. Et chaque journée qui passait, on se disait, voilà, on l'a arraché, on est encore là et on tient. Et bon, à la fin, il y a eu un petit problème, on a dû arrêter. Oui, j'ai chopé le Covid. Voilà. Mais on a réussi à finir. Et après, oui, on a eu plein de retraits d'autorisation de décors. Donc, on a galéré tout le temps à chercher des décors à chaque fois un peu revus à la baisse parce qu'on ne pouvait pas les tourner. On voulait aller tourner dans des hôpitaux, évidemment, on n'a pas pu. On voulait tourner dans des... Voilà, donc Mais ça a créé de la contrainte et cette contrainte finalement a créé une énergie peut-être. C'était la merde. Mais c'est vrai au début. Vous n'avez pas pu tourner sur les Champs-Élysées. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire. On nous a empêché la manifestation. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu. C'était compliqué. Puis tourner avec des masques, travailler avec des masques. Quand par exemple la chef opératrice elle a envie de voir les visages des gens, il fallait toujours retirer les masques. Enfin bon, pour les acteurs. Moi j'aime toucher les acteurs. Voilà, on était un peu trop. Voilà. Donc c'était compliqué. Mais en même temps, effectivement, peut-être que ça a créé une énergie. On a tourné finalement tout dans un faux décor qu'on a finalement on a réhabilité des couloirs qui étaient pas. On devait faire une partie ailleurs. On a tout recentré sur le même décor. Voilà, mais ça a sûrement créé de l'énergie. Ça a créé quelque chose c'est bizarre parce qu'en même temps, je trouve que ça a amené. Il y a quelque chose de la pudeur, parce qu'avec un masque, il y a des choses qu'on n'exprime pas ou qu'on ne montre pas. Donc des fois, du coup, j'étais obligée de crier beaucoup plus fort, parce que j'ai l'impression qu'on ne m'entendait pas. Donc je criais beaucoup plus que d'habitude. Mais ça, c'est vrai, il faut vraiment que je leur dise que c'est à cause du masque que je criais autant. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas compris. Okay. Non, je ne crie pas autant. Okay. Non, mais je pense que ça crée quelque chose de parce que finalement, d'abord, je pensais que je ne garderais pas le masque, que je serais quelqu'un de rebelle. Et en fait, j'ai été extrêmement sage. Finalement, je l'ai gardé tout le temps. Parce que je me suis dit que si je ne montrais pas l'exemple, voilà, il fallait que je le fasse. Et bon, les acteurs, évidemment, ne portaient pas de masque quand ils tournaient en répétition, mais ça m'obligeait à travailler avec les yeux. Je ne sais pas comment dire, j'avais l'impression que j'étais aussi dans un truc de... Voilà, mais ça créait sûrement une énergie de se dire qu'effectivement, comme dit Elisabeth, chaque journée était arrachée. Chaque journée, on se disait, voilà, pourvu que, etc. Est-ce que machin a fait son test? Est-ce qu'il n'y a pas ci? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Parce qu'on était, en fait, dans les conditions d'un cluster formidable. Puisqu'on était enfermés à je ne sais pas combien dans un endroit clos où on mettait de la fumée, ce qui était quand même en plus interdit, et avec des gens qui toussaient et crachaient quand même. Il y a eu un moment comme ça. Donc à un moment, on était tous inquiets. Et comme certaines personnes ne voulaient pas se faire tester puisque les tests ne sont pas obligatoires, donc il y a des membres qui disaient, tu sais, lui n'est pas testé, elle n'est pas testée. Ah bon? Voilà, il y avait presque ce truc qui était une espèce de climat un peu de tension. Mais ça peut-être que ça nous a aussi permis de... Oui, on se sentait aussi très privilégiés parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de nous, beaucoup de métiers qui étaient totalement arrêtés, notamment le théâtre, tous les gens de... Et nous, les tournages, ce tournage-là, on était en train de le faire. Donc c'était aussi, on avait une sensation de miracle un peu. Tous les jours, ça va, oui, on tourne, on travaille. Donc moi j'ai l'impression qu'on avait la conscience de notre chance, ce qui nous manque en général. Et moi, c'est ça que je me dis, voilà, si cette période nous a laissé ça, la conscience de notre chance, ça serait déjà quelque chose de ce Covid. C'est vrai qu'on était comme une île, en plus enfermé dans cet endroit là à Suresnes. On était comme un petit truc à part. Et c'est vrai qu'on se retrouvait pour travailler. Il y avait malgré tout quelque chose d'extrêmement joyeux et d'extrêmement vivant. Et puis toutes ces rencontres avec à la fois les acteurs et des non-acteurs. Il y avait aussi un mélange comme ça qui s'est créé, qui était, voilà, où on était très sensible aux gestes des uns, des autres, des soignants qui amenaient leur vérité sur le film, qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'une manière assez harmonieuse malgré tout. Il y a une question. Hello, I'm Fulvia Caprara from La Stampa, Italian Daily La Newspaper. Stampa, Italie. Ma question est la suivante. Et elle est pour Catherine Corsini, réalisatrice, et Valeria Brunetti-Deschi. Après le Covid,
Cette fracture entre riches et pauvres, tous ces problèmes décrits dans le film, eh bien, après le Covid, quelque chose a changé, même par rapport aux gilets jaunes et en général. Que va-t-il se passer maintenant? La situation est bien épouvantable. Vas-y, Valérie. Mais t'es folle ou quoi? Attention, je vais appeler. Je crois que je peux avoir le téléphone portable de Macron et qu'il va peut-être nous dire ce qu'il va faire. Non, la situation est épouvantable, mais Qu'est-ce qui va se passer? il va se passer. Question. Wow. Je sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais si je l'ai, je continuerai à faire la suite du film. Non, je sais pas qu'est-ce que peut être la réponse. Il y a une autre. Ils sont trop difficiles. Voilà. Oui, bonjour. Sarah White de l'agence Reuters. Voilà. Trop d'émotions. Ne vous cassez rien. Non, Moi, je voulais savoir, pour la réalisatrice, mais aussi pour les acteurs, si vous aviez été à la rencontre de Gilets jaunes pour préparer ce film, et si ça avait changé peut-être le regard que vous aviez sur ce mouvement. Merci. Catherine. Moi, bien sûr, j'ai rencontré, lu, écouté des interviews. Je me suis immergée dans l'hôpital et dans le mouvement des Gilets jaunes. Je crois que j'ai pu lire et écouter tout ce qui a été possible et rencontrer par des copains, d'autres, des manifestants. Et effectivement, comprendre que... Moi, ce que j'ai trouvé merveilleux dans ce mouvement, en fait, déjà, c'est l'idée du rond-point. C'est-à-dire, ces ronds-points, ces lieux qui servent à rien, sont devenus des endroits de rencontres avec des gens qui sortaient jamais de chez eux, qui se retrouvaient. L'idée du gilet jaune, pour moi, c'était des actes artistiques. Il y avait quelque chose Et puis, c'était un mouvement extrêmement... On a vu on a montré évidemment souvent ce qui était le plus dur, le plus violent, etc. Mais il y avait aussi des moments extrêmement joyeux, voilà, il s'est passé des choses et je trouve que ça ressemble tellement à la France insurrectionnelle, qui est en même temps hyper solidaire, qui est en même temps hyper chaleureuse, voilà, et puis c'est des gens qui, comme je le montre le film, leur souci, c'est leur travail, c'est de pouvoir travailler dans des meilleures conditions possibles et de ne pas se retrouver avec, comme ils disent, avec 600, 700 euros, 800 euros de retraite et de boucler les fins de mois alors qu'ils bossent, quoi. Les gens veulent travailler et c'est chiant parce qu'ils ne sont pas anti-écolo, mais c'est vrai que quand on est en province et qu'on doit faire des transports, etc., l'essence, ça coûte cher et que nous, en tant que bobos parisiens, on n'a plus de voiture parce qu'on se dit voilà, c'est au secours, etc. Donc voilà, c'est toutes ces contradictions, tout ça que je voulais aussi montrer. Et voilà, j'espère que je vous ai répondu. Alors, je vais un peu reprendre la parole. Justement, on parle de contradiction. J'aimerais demander aussi aux acteurs. Ce film, c'est vraiment c'est une tragicomédie. Je ne sais pas si vous acceptez le mot, mais en tout cas, constamment sur le fil entre l'humour, entre le douloureux, et aussi ces histoires de contradiction que vous mettez en place dans le film. Comment vous avez envisagé tous les quatre, les interprètes, cette partition entre burlesque et drame, quoi? Est-ce que c'est difficile, surtout dans un rythme comme ça de mise en scène, de proposer ça constamment? Après, je pense que c'est fondamentalement lié à l'écriture. En fait, je pense que c'est un truc a réussi à créer Catherine. C'est-à-dire qu'il y a un sens, effectivement, dans la langue qu'on développait ensemble, qui a trait à la rythmique comique et en même temps à des endroits de violence et d'abandon, enfin, ce qui existe dans le film. Après, est-ce qu'il faut se poser la question quand on travaille je ne sais pas, mais enfin, je ne sais pas. Bon, mais non, mais après, je pense qu'il y a quand il y a une écriture aussi riche que ça, je pense que ça tend à exister en permanence. Donc, c'est assez délicieux quand on travaille comme ça. Même si Catherine hurle en permanence, et je sais que c'était une problématique de masque. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est vivant, enfin, c'est assez rare en tout cas. Moi, je suis assez sensible à ça en tant qu'acteur, de travailler sur une langue qui est vivante, qu'elle soit au service d'un propos politique. Et encore une fois, je pense que le film raconte ça aussi. Il y a cet endroit de rencontre comme ça entre un gilet jaune et un couple plutôt, disons, parisien, où c'est pas la question, mais il y a quelque chose d'extrêmement riche dans l'écriture. Donc moi, je me suis beaucoup abandonné à ça, en fait, à la langue. Ciao.
Et vous, Valéria et Marina, en plus, vous êtes, avec Pio aussi, mais il y a vraiment un ping-pong qui existe entre vous, constant. Il y a même des moments où vous... Moi, je pense que la tragicomédie, c'est Valéria. Valéria, l'actrice et la metteur en scène. Et moi, c'est pour ça que j'ai une admiration infinie pour elle. Ça n'existe pas beaucoup. Et pour moi, c'est elle vraiment qui l'incarne. Et c'est pour ça que je l'aime depuis très longtemps. Et que donc, je n'ai eu aucun mal à être son amoureuse. Oui. Après, je pense en vrai que le ton du film, c'est celui de la mise en scène. Et je dirais, comme Pio, en fait, on ne peut pas être tout à fait dedans et dehors. Et on ne peut pas tout à fait décider ce qui va être drôle et ce qui va être tragique. Et qu'il faut vraiment se lancer dans les choses. Et le vrai intérêt du film, moi, j'ai trouvé comme actrice, c'était de faire partie d'un groupe. Et la question n'est pas tellement la question de soi, la question de comment on va vivre le groupe et comment, à la mise en scène ou à l'image, on va décider tout d'un coup, au montage, de faire exister cette histoire-là, puis de passer à celle-là. Et ce qui est très intéressant, c'est de ne pas être tout à fait le sujet du film pour un acteur, je trouve. Moi, c'était mon plaisir. Valéria? Moi, merci, Marina. Je t'en prie. Mais non, moi, je pense comme Pio que quand un scénario... quand la musique d'un scénario est juste, et justement où il y a le tragicomique dans la musique du scénario, dans les dialogues, dans les situations, dans la pensée aussi, parce que c'est au-delà du dialogue, c'est vraiment la vision du monde. Alors l'acteur, il doit juste, comme sur une pente de ski, se laisser aller à slalomer quand le casting est juste, quand... il y a de la vérité dans les regards des autres acteurs, quand il y a une chose organique et chimique aussi qui est juste, comme il y avait entre Marina et moi. Voilà. Alors après, c'est le fait d'avoir eu la chance d'être dans cette situation-là, d'avoir eu la chance qu'on me propose ce film. Et après, à l'intérieur de ce film, c'est une danse qui se danse un peu naturellement. Et on ne choisit pas quand on est drôle, quand on est triste. Quand on travaille une situation. Moi, je travaillais ma situation amoureuse, surtout, comme souvent. Et donc, je luttais pour récupérer l'objet de mon amour. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et dans cette lutte, hop, je rencontrais des gens. Et c'est ça je trouve que le film vraiment raconte, c'est toutes ces rencontres, parfois minimes, parfois fugitives, parfois, mais qui sont les miracles. Simone Veil, la philosophe, disait qu'en fait, le vrai miracle dans ce monde, c'est pas les miracles médicaux, parce que ça, c'est juste des choses qu'on comprend pas. Il y a quelqu'un qui est paralysé, qui commence à marcher, alors on dit c'est un miracle. Non, c'est juste qu'on est ignorant, on ne sait pas pourquoi ses jambes marchent à nouveau. Par contre, le vrai miracle, elle disait, c'est la rencontre de deux personnes qui n'ont rien à demander l'une à l'autre, qui juste se reconnaissent en tant qu'être humain. Et moi, je pense que le film parle de tous ces miracles, voilà, qui se passent dans le film. Alors, je pourrais juste, sur le ton du film, le drôle, le grave et tout ça, c'est aussi, Catherine, elle nous faisait faire beaucoup de prises, et d'une prise à l'autre, elle nous emmenait plutôt dans une direction ou dans une autre. Et pareil, c'est une question de dosage et de montage, c'est-à-dire qu'on a vraiment, je pense, fait les scènes, parfois dans des directions totalement opposées, pour voir à quel endroit ça résonnait le plus juste. Donc c'est de la direction d'acteur et de la mise en scène aussi. Alors avant de... Et on peut demander à Aïssatou aussi. Oui, justement. Catherine, dis donc. Ah, bien sûr. Parce qu'il y a une question, mais je veux vraiment, oui. Aïssatou, vous, c'est donc la première fois que vous êtes à l'écran, grande première fois. Vous arrivez du milieu médical. D'abord, cette impression d'être plongé dans ce qui est votre monde, mais revu et corrigé ou revisité par le cinéma, et puis de participer à cette troupe et à cette partition collective. C'était une expérience très très riche. En même temps, moi, c'est comme vous l'avez dit, moi, le milieu médical, c'est mon univers, c'est mon domaine. Je me sens très à l'aise, et je pense que ça m'a aidée aussi sur le film. Après, j'ai été accompagnée, épaulée merveilleusement. Donc ça n'aurait pas pu mieux se passer en définitive. Et est-ce que c'était émouvant? Je sais, il y a des scènes. Vous avez une scène, par exemple, qui est très très forte, très intense,
quand un patient de psychiatrie comme ça vous agresse, mais vous agresse parce qu'il est perdu et vous êtes sa bouée de sauvetage et tout. Mais ce sont des scènes, pour un premier rôle, vous avez eu des moments vraiment d'actrice forts, quoi. Ouais. Merci. Non, c'est vrai que cette scène-là, moi, je l'ai beaucoup appréhendée. Pour moi, c'était la scène challenge, quoi, sur le film, où je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Et on a été chercher, j'ai été creusée en moi, j'ai essayé d'enlever un peu la carapace que je m'étais construite au fil des années, de par ma propre expérience. Et je crois qu'on a réussi. Alors, il y a une question, oui. Hi, Carlo D'Acquisto, Cinecittà News. My question is for Valeria Bruni Tedeschi. What do you think? Ma question est pour Valeria Bruni Tedeschi. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez lu pour la première fois le scénario de votre merveilleux personnage? Est-ce que vous êtes imaginé? Vous pouvez me le dire en italien? Se hai messo qualcosa di te stessa nel personaggio e cosa hai pensato? Si tu as mis quelque chose de toi dans le personnage et qu'as-tu pensé lorsque tu as lu le scénario pour la première fois? Je mets toujours quelque chose de moi-même. En fait, c'est des choses de moi-même dans le sens que j'ai rien d'autre à disposition que moi-même, ou des choses vraiment que j'ai vécues, ou des choses que j'ai rêvées, ou des choses que j'ai imaginées, ou des fantasmes. En tout cas, c'est toujours que moi-même. Donc enfin, l'invention, c'est encore moi-même, de toute façon, c'est tout moi-même. Et donc, c'est comme ça que je travaille. Et après, selon les personnages, je me mets dans un endroit ou dans un autre. Là, par exemple, ce personnage, il fait partie, comme ça, d'un groupe de personnages que j'ai pu faire maintenant, à mon âge, quelques-uns que je reconnais et qui sont des personnages qui ont la chance de ne pas avoir beaucoup de surmoi. Et alors ça, c'est très, très merveilleux. Parce que dans la vie, moi, j'ai un grand surmoi. Et alors, ces personnages-là, c'est comme si je demandais à mon surmoi d'aller en vacances. Et je lui disais, bon, tu reviens après, mais là, laisse-moi un peu tranquille. Et là, c'est vraiment les vacances pour moi, du coup, pour mon ça, pardon. Et donc, mon ça est totalement heureux. Mais après le tournage, à nouveau, il agonise. Mais là, en tout cas, c'était vraiment comme un peu comme dans Folle de joie ou dans Les gens normaux. C'est comme ça. Et alors, ça, c'est très surprenant. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas le surmoi? Comment on se conduit? Ah, c'est merveilleux. Je vous le souhaite. Oui, monsieur, une question. Bonjour, une question pour Valeria Bruni Tedeschi. Comment vous avez vécu ces rôles? Comment vous êtes préparé? Et si ces rôles, c'est un peu après de vous, si vous êtes aussi, quand vous allez dans les hôpitaux, vous êtes aussi... Non, mais, voilà. Non, pas du tout, je ne suis pas comme ça. Mais je voudrais être comme ça. C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que je me suis pas... Voilà, ce que je viens de dire, j'ai travaillé chez ma psy plutôt. Catherine est un peu comme ça. Non, mais je veux dire, en fait, j'ai déjà répondu à votre question. Et c'est ce que je disais. Vous voulez que je redise? Non. Oui, il y a une question. Bonjour, Cécile Gutlemen pour Brut. Dans le film Pio, vous avez beaucoup de choses à dire à Emmanuel Macron. Je voulais savoir si toute l'équipe, vous auriez des choses à dire à Emmanuel Macron et s'il vous invitait pour voir le film à l'Élysée, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Alors, très bonne question.
Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire pas à grand monde, certainement pas à Macron. Je donne de leçons à personne. C'est pas en tout cas, moi, en tant qu'acteur, j'ai rien à raconter à personne. Cela dit, ce que j'estime assez fort, en tout cas, ce que j'ai essayé de raconter moi en jouant ce mec, c'est qu'il y a cet endroit de la révolte, quoi, qui m'a toujours été assez intime, enfin, qui touche de l'ordre de l'intime de l'individu, à un moment qui est quand on pousse des gens à un moment de fragilité et de violence pareille, c'est sûr qu'il y a un moment, il y a une maladresse qui peut surgir, un moment un peu de dureté, de révolte dure, brute, quoi. Moi, c'est ça que j'ai essayé de raconter, c'est-à-dire cet endroit un peu de quelqu'un qui est un petit peu dépassé, mais qui veut quand même rester dans une sorte de réalité, en fait. C'est comment on essaie de s'accrocher au réel quand on est poussé dans un endroit de fragilité totale. Enfin, alors en l'occurrence, et encore une fois, Macron, j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment, mais un peu comme tout le monde, dans l'absolu. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, enfin, comment est-ce qu'on raconte cette révolte, quoi, qu'elle passe par la langue ou par l'acte de violence ou par quelque chose. Mais moi, c'est ce que j'ai essayé de raconter. Enfin, quelque part, j'étais sensible à ça parce que c'est pas évident comme trajectoire. C'est-à-dire ne pas tomber non plus dans l'excès d'incarnation d'un truc que j'ai pu voir à la télé, des mecs qui cassent ou qui sont sur des ronds-points. Mais j'ai aucun jugement sur ça. Mais j'étais vraiment sensible à cette trajectoire-là d'un type qui est dans une sorte de naïveté et en même temps qui est assez belle, quoi, qui est assez poétique et romanesque. Et qui en même temps a ce truc juste de vouloir conduire son camion. Enfin, c'est quand même dingue l'existence, quoi. C'est quelqu'un qui se prend une grenade dans la jambe alors qu'il veut juste conduire son camion, quoi. C'est un peu simple, cette réalité qui m'a ému. Après, si j'avais Macron en face de moi, je lui dirais, mon pote, merde, qu'est-ce qui se passe là? Soyons francs là, mec, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais malheureusement, il n'est pas là. À moins qu'il est là ou pas? Non, il n'est pas là. Voilà. Ça répond à votre question ou pas? Je pars un peu dans tous les sens quand je réponds des fois, donc. Moi, je lui dirais un truc simple, hein, mais je n'irai pas le voir, mais je lui dirais, j'irai le voir si jamais il acceptait de doubler le salaire de tous les soignants. Voilà. Ouais, et puis aussi les gens qui s'occupent de l'éducation, c'est pas con ça. Tripler même peut-être. Il y a encore une question. Bonjour, Frédéric Rougeau, le Max Cinéma. Le film résonne avec le théâtre, que ce soit, il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de sorties, les dialogues sont ciselés, il y a la notion de troupe, la direction d'acteur, et puis il y a peut-être aussi les conditions du direct, c'est-à-dire l'urgence qu'il y avait aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu est-ce que le film est allé encore plus dans cette direction-là que ce que vous l'imaginiez? Alors, en même temps, moi, j'avais très, très peur du côté petit théâtre, justement, parce qu'effectivement, on est dans un endroit fermé, clos, les entrées, les sorties, et je voulais que tout ça soit tout le temps brisé par une espèce de manière de filmer qui emmène, qui crée du mouvement pour qu'on ne soit pas trop, quand même, dans ce truc de théâtre. J'avais très, très peur, et en tournant, j'avais des journées où même je disais à Jeanne, mais on va pas y arriver. J'avais peur d'être dans un éternel chant contre chant. Donc fallait toujours trouver des astuces pour ou que la caméra bouge un tout petit peu pour aller chercher quelqu'un qui regarde. Enfin, vraiment tout le temps capté par ce qui se passait tout autour. Et en même temps, c'est vrai que je tenais à cette écriture qui était au départ au scénario. Mais à l'inverse des deux films précédents, qui étaient des films d'époque, j'avais envie que les acteurs puissent partir aussi. C'est pour ça qu'on refaisait des prises, parce que puissent improviser, tout d'un coup, je me dis toujours qu'un acteur connaît mieux, au bout d'un moment, le personnage que moi, parce qu'il l'incarne, parce qu'il le joue, parce que il devient le rôle. C'est pour ça qu'un acteur, tout d'un coup, il m'étonne et ça m'échappe. Et ce que je voulais, c'est que le film, pour échapper justement au petit théâtre, c'est que le film m'échappe avec la caméra. Je laissais Jeanne des fois faire des choses. D'habitude, je suis beaucoup plus en train de dire ah non attention. Je voulais que tout le monde puisse s'échapper dans ce film avec son personnage, puisse bouger, puisse se rattraper au texte s'il avait envie, mais puisse aussi déborder, déstabiliser son partenaire, et aussi la réalité même des soins. J'ai pris beaucoup de temps, par exemple, à demander à tous les soignants de faire exactement ce qu'ils feraient dans la vie. Donc les scènes, des fois, duraient 15 plombes. Et tout le monde se disait, mais pourquoi ça dure aussi longtemps? Mais parce que dans cette vérité, je savais que j'allais aller puiser un petit moment, mais qu'au moins, ça serait concret. Et ça pouvait parfois... ce temps pouvait déstabiliser aussi les acteurs, le jeu des acteurs, mais ça ramenait une vérité, ça ramenait quelque chose
même quand, par exemple, Aïssatou est en train de déballer la jambe de Pio, c'est elle qui dit qu'elle déballe. Moi, j'avais pas écrit ça. Il y a plein de choses qui sont arrivées parce que c'était collé, c'était plus long. Elle a pris du produit. Elle a fait exactement ce qu'elle aurait fait. Si on avait joué vraiment le scénario, alors là, on aurait été au théâtre parce que ça aurait été vraiment bing bang boom. Et c'était ça qu'il fallait arriver à trouver, quoi. Une dernière question devant. Il y a la dame qui est là-bas aussi. Excusez-moi. Non, mais allez-y, mais j'ai une question. Bonjour, Yael Kahn, journaliste pour la chaîne d'information en continu belge LN24. Est-ce qu'en faisant ce film, vous aviez la volonté initiale d'interpeller les autorités politiques ou pas du tout? Et j'avais juste une question aussi pour Pio Marmaille. Comment vous avez préparé ce rôle d'un gilet jaune? Quelle était votre préparation Alors, Catherine, initiale, s'il vous plaît. Moi, j'ai fait un film pour faire un film pour un public, pour essayer de raconter une histoire, de raconter cette histoire-là, que cette histoire ait un fond politique et humaniste. Voilà, c'est ce qui m'importe, mais c'est pas un film. J'allais dire, c'est pas un brûlot, c'est pas un manifeste, et c'est pas destiné à être non, voilà. En tous les cas, les films ne m'appartiennent plus, ils deviennent ce qu'ils doivent devenir, mais je l'ai pas destiné à ça, non. Alors, je ne suis pas allé sur des ronds-points avec des manifestants. C'était ni sur les Champs-Élysées. À aucun moment je me suis posé la question de la. Enfin, si. Encore une fois, j'aborde ça parce que c'est très délicat. C'est-à-dire cette position politique, en tout cas d'incarner un gilet jaune, c'est quelque chose qui peut être fondamentalement assez casse-gueule parce que c'est quelque chose qui est assez fébrile et c'est ce que j'ai développé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de quand ça touche à la révolte et à l'intime et à la nécessité, à la survie. C'est tellement puissant. Enfin, je pense que là, quand on parle d'individus qui sont convoqués dans ces trucs-là, moi, je ne suis pas dans cette situation-là. Donc, j'ai essayé de me projeter comme ça dans un truc vraiment de survie. Enfin, c'est ce à quoi je pensais, en tout cas, que ce soit les gilets jaunes ou autre chose. C'est simplement être convoqué dans un truc, de se dire, voilà, je n'ai plus rien, je n'ai plus moyen de vivre. Comment est-ce que je peux faire pour en sortir? Mais en amenant aussi de la poésie, du romanesque, enfin, ce que vous voulez. Mais... Enfin, en tout cas, encore une fois, je répète, même si Catherine hurlait en permanence à cause de son masque, mais c'était quelque chose. Je sais pas, moi, j'essaie toujours d'être sensible en fait à un truc assez simple, en fait, à me raccrocher à quelque chose de simple. Et je pense que la violence qui est légitime dans ce mouvement, parce qu'elle existe parce qu'on touche à l'intime et en fait à la survie. Donc c'est la seule chose que j'avais un peu en tête. Voilà. Alors, on va bientôt mettre fin à cette conférence de presse. Mettons aussi fin. Il y a une dame qui pose avec la chemise bleue qui est levée le doigt depuis très longtemps. Et moi, je voudrais poser la question. Une dernière. Peut-être c'est une question très méchante. Thank you. My name is Ayako Shizu from Japan. Merci, je viens du Japon et je voulais vous poser une question pour Catherine. Aïssatou, vous êtes infirmière dans la vie réelle et à la fin du film, vous dites que vous allez bientôt quitter l'hôpital. Est-ce que vous ressentez la même chose dans la situation actuelle? Et Catherine, vous avez écrit son personnage. Est-ce que vous avez écrit son personnage en discutant avec l'actrice? Merci. Aïssatou, je réponds juste. Non, j'ai pas écrit en discutant avec elle. Mais vas-y, réponds. Non, mais vas-y, finis ta phrase. Non, c'est bon, je dis. Alors moi, c'est vrai que je suis aide-soignante de profession. Il se trouve que j'ai changé d'établissement après le film. J'ai ressenti cette fatigue, ce manque de considération complètement, quoi, d'être dépassée. Mais en même temps, il faut qu'on fasse le travail. On est là, on s'occupe d'êtres humains. Moi, ça m'a beaucoup touchée la place que Catherine m'a donnée, en fait, parce que je représente tous les soignants de France, tous les soignants du monde, et il y a vraiment des choses à dénoncer. Moi, je pense que si j'avais la chance de rencontrer Macron, effectivement, j'aurais des choses à lui dire.
Parce qu'il y a eu certes les gilets jaunes, mais il y avait déjà des gros dysfonctionnements avant. Ça n'a fait que s'empirer après avec le Covid. Et c'est pas possible, en fait, de ne pas considérer les gens à ce point. Moi, je comprends pas. Pourtant, il est bien au courant de ce qui se passe. Il a fait des visites dans différents services, dans les hôpitaux. Mais encore une fois, il n'y a rien qui se passe derrière. Il n'y a rien qui se passe derrière. On parle en termes de primes. On parle en termes de primes que tous les soignants n'ont même pas reçues. Il fallait travailler ou aux urgences, ou en réanimation, ou être vraiment aux proches. Mais on oublie que, et c'est un peu ce que j'ai ressenti dans le cinéma aussi, c'est qu'on est une équipe et on a besoin de toutes les maillons de la chaîne pour que ça puisse fonctionner. Dans un service, s'il n'y a pas d'ASH, s'il n'y a pas d'aide-soignante, s'il n'y a pas d'infirmier, le médecin, il fait quoi ? Aussi, là, dans la troupe, dans l'équipe, j'ai ressenti exactement la même chose. Moi, j'ai été très vite, très proche, aussi bien des maquilleurs, de l'équipe technique, des accessoiristes et des acteurs par la suite, quoi. On a besoin les uns des autres pour pouvoir avancer et fournir un travail de qualité. On a des vies entre nos mains. Ça pourrait être la mère ou la fille ou l'épouse de n'importe qui. On ne peut pas négliger une prise en charge par faute de moyens ou de matériel. On ne s'est pas engagé pour ça, en tout cas. Et ce qui est fou, c'est que cette année et demie qu'on a vécue, pour l'instant, n'a pas servi à changer, transformer totalement, pas un peu, pas avec des petites, totalement ça. Ça, c'est vraiment la chose qui est, c'est incroyable. C'est si quelqu'un, si on le raconte, on n'y croit pas, que ça n'ait pratiquement rien changé. Et je voulais quand même souligner que, alors certes, on est un peu dans le dramatique, il y a des situations un peu extrêmes, mais moi, toutes les scènes que j'ai jouées, soit elles me sont arrivées, soit elles auraient pu m'arriver en définitive, quoi. De devoir courir entre les patients, de devoir gérer des choses parce que les cadres ne sont pas joignables, de devoir anticiper parfois même une organisation. Je sais pas comment dire ça, mais enfin, bon, j'ai un peu perdu le fil, mais non, mais c'est très très réel, réaliste. Ouais. C'était pas si proche, c'était pas si loin, pardon, de notre quotidien. Bon, bah, cette conférence de presse s'achève. Je suis ravie que ça s'achève sur voilà, ce message et pour le collectif et le soin. Donc merci beaucoup à vous et merci beaucoup pour la fracture. Merci Guillemette, merci.